Bonjour à tous et bienvenue à cet exposé consacré au féodalisme. Il va s'agir d'une brève introduction à une notion extrêmement complexe avec un angle particulier, la question de la modernité du féodalisme. Autrement dit, qu'est-ce qui fait que la période qu'on appelle à juste titre Moyen Âge est une période intermédiaire à la fois enracinée dans les sociétés traditionnelles multimillénaires, mais préludant déjà au monde moderne du capitalisme. Pour cela, nous allons nous servir du matérialisme historique ou marxisme, qui a pour but de comprendre l'évolution historique des sociétés dans leur totalité. Et cela notamment grâce aux rapports de production ou de propriété entre des classes qui sont déterminées suivant leur rôle et leur intérêt vis-à-vis de l'organisation de cette production. Alors, du latin feudum, le fief, détenu par les seigneurs dits féodaux, la classe dominante du Moyen-Âge européen, la féodalité est le système politique du Moyen-Âge. Il donne son nom également au mode de production dit féodalisme. Ce fief est en fait une portion plus ou moins grande de terre et d'hommes appelés vassaux, sur lequel le seigneur exerce une domination directe et personnelle d'ordre politique. Ces vassaux peuvent être eux-mêmes des seigneurs ou de simples roturiers allant jusqu'aux serfs, qui sont en fait des paysans à moitié libres. En effet, le féodalisme se caractérise au niveau politique par un mouvement de désagrégation de l'État en une multitude de petites seigneuries indépendantes, mouvement qui atteint son point culminant autour de l'an 1000. Alors, l'exposé portant sur la modernité du féodalisme, nous nous focaliserons sur la partie du Moyen-Âge qui sera postérieure à ce point de bascule de l'an 1000, c'est-à-dire la période allant du XIe au XIIIe siècle et qu'on appelle le Moyen-Âge central. Il nous faut néanmoins rappeler brièvement la manière dont est apparu le féodalisme. Et avec lui, le Moyen-Âge. C'est-à-dire en fait le mouvement des modes de production qui lui ont donné naissance. Il y a tout d'abord le mode de production esclavagiste, qui se désagrège progressivement sous le poids de ses propres contradictions, avec la nécessité d'un État fort pour alimenter sans arrêt un besoin de nouveaux esclaves, et l'indépendance croissante des classes dominantes esclavagistes vis-à-vis de l'État, qui vont finir par le faire se déliter en fait. Ce mouvement aboutit en fait à l'émancipation des esclaves qui deviennent progressivement des serfs, et en même temps à la soumission des hommes libres qui sont peu à peu soumis aux grands propriétaires fonciers et se retrouvent dans la même catégorie. On a donc une sorte de nivellement, à la fois par le haut et par le bas, des conditions des paysans qui se retrouvent dans la classe, la catégorie qu'on appelle donc les serfs. C'est donc un processus de féodalisation antique autour des villae autarciques qui entraîne un déclin du commerce, des villes et de l'État romain. Le deuxième mode de production à l'origine du féodalisme est le mode de production germanique. Celui-ci est importé par les grandes invasions et est un modèle de société lui-même basé sur l'exploitation rurale, dispersée, autarcique, et sur la dépendance personnelle à des chefs militaires qui vient accentuer et compléter l'évolution précédente. On a là un exemple parfait de l'importance géopolitique dans la transformation des rapports de production. Ce processus est néanmoins extrêmement complexe et non sans détour, notamment avec la tentative des Mérovingiens, puis surtout des Carolingiens, entre le IXe et le Xe siècle, de refonder l'État esclavagiste antique au détriment des autres peuples germaniques. Ce sera donc en fait seulement après la désagrégation de l'Empire carolingien, au Xe siècle, que prendra réellement fin l'esclavagisme et que naîtront les rapports féodaux de production à proprement parler. Et cela dans la majeure partie de l'Europe occidentale, et dans son aspect le plus achevé, dans le cœur de l'ancien empire carolingien, entre la Loire et le Rhin, qui est en fait le lieu de rencontre le plus fécond entre les modes de production esclavagistes
d'origine méditerranéenne et germaniques d'origine continentale. Ces rapports féodaux de production, qui s'imposent donc au XIe siècle, consistent donc globalement en des rapports de domination personnelle, politique, entre une aristocratie guerrière et une paysannerie à moitié asservie qui vit en autarcie, c'est-à-dire qui vit seulement de sa propre production, et qui doit à ses seigneurs une partie de ce qu'elle produit. En ce sens, il s'agit donc de sociétés traditionnelles, au sein desquelles le marché occupe une place marginale dans la reproduction des travailleurs. Il relève en fait de l'opportunité, et non pas, comme de nos jours, de la contrainte. En tant que rapport de production traditionnel, les rapports féodaux conditionnent fortement le développement économique. Et cela est dû à la stratégie d'accumulation politique que vont adopter chacune de ces classes. D'un côté, les seigneurs vont chercher à augmenter leur capacité à extraire sans arrêt plus de surplus de leurs paysans, c'est-à-dire leur force militaire. Ils vont également chercher à extraire les surplus des paysans des autres seigneurs, ce qui entraîne l'anarchie féodale que tout le monde connaît de la guerre entre seigneurs, seulement tempérée par les liens féodaux-vassaliques qui donnent leur nom au mode de production. De l'autre côté, les paysans s'organisent en communautés villageoises afin de constituer une force suffisante pour réduire la proportion de leur production accaparée par les seigneurs. On a beau produire autant qu'on veut, si de toute façon le résultat de cette production est accaparé par quelqu'un d'autre, ça n'a pas de sens d'augmenter les rendements. Il est beaucoup plus efficace de s'organiser afin de réduire cette ponction, ce qui signifie donc s'affranchir du servage, fixer les redevances et convertir une possession de la terre en propriété de fait. Ces surplus conservés par les paysans, ils les utilisent non pas pour augmenter leur rendement, mais pour agrandir leurs parcelles, faire plus d'enfants et assurer ainsi leur vieux jour. On voit donc que d'un côté, les seigneurs qui vont investir leur surplus dans la guerre et les paysans dans l'organisation et l'extension de leur propriété, il n'y a pas de recherche d'augmentation des rendements et donc pas de croissance intensive. Et pourtant, cette logique féodale, non seulement est en soi à l'origine d'une croissance extensive sans précédent, mais surtout elle forme la base sur laquelle pourra éventuellement se mettre en branle la dynamique de croissance intensive du capitalisme. Une dynamique qui se caractérise par une croissance structurelle de la productivité, par la mise en concurrence des producteurs via le marché. Ce qui suppose des travailleurs salariés, comme à notre époque, à la fois libérés politiquement et expropriés économiquement, ce qui les rend, dès lors, dépendants économiquement du marché. Alors, comment cela a-t-il été possible? Pour répondre à cette question, nous commencerons par traiter du commerce, puis des processus socio-économiques, pour en venir enfin aux politiques, voire aux géopolitiques. Et cela à rebours de la logique habituelle des manuels d'histoire, afin de montrer que la question, loin d'être une question économique technique, met au premier plan la lutte des classes, et à ce titre est donc profondément politique, et même géopolitique. Nous observerons tout d'abord les origines féodales de l'essor commercial du Moyen Âge. Un essor inédit, mais nous soulignerons également ses limites. En effet, il faut rappeler ici que le commerce est le capital marchand, c'est-à-dire une valeur qui se reproduit d'elle-même par le réinvestissement à travers le commerce, dans la sphère de l'échange, ont existé depuis des millénaires et ne suffisent pas à expliquer le capitalisme, qui est l'extension de la logique marchande au rapport de production entre des classes. Ensuite, nous verrons en quoi le féodalisme permet également une dynamique particulièrement fertile en termes de lutte des classes, devant notamment mener à l'émancipation politique des paysans, condition nécessaire à leur exposition aux lois du marché dans le cadre du salariat. Enfin, nous terminerons en montrant l'impossibilité de l'expropriation des paysans et donc du capitalisme dans les pays du continent de la fin du Moyen Âge comme la France, par opposition à l'Angleterre, où a lieu cette expropriation massive.
Ainsi donc, le féodalisme européen arrive à maturation autour de l'an 1000 et permet un développement inédit du commerce, contrairement à l'image que l'on a parfois du Moyen Âge comme une période de régression. À la suite de l'effondrement de l'Empire carolingien, le féodalisme permet des conditions de production et de reproduction des producteurs bien plus favorables que l'esclavage. Il y a donc plus de gens produisant plus pour eux et pour leurs exploiteurs dans de plus en plus d'endroits. Les paysans, serfs, sont alloués une parcelle de terre qui est en leur possession et sur laquelle ils peuvent vivre avec leur famille. Ils ont donc un intérêt à cette production, ce qui explique ce dynamisme. On assiste alors à une colonisation et une décentralisation de la production et de l'extraction des surplus à la campagne. La campagne est alors non seulement le lieu de la production agricole, dont une partie est conservée par la paysannerie, mais également là où elle était accaparée par les seigneurs dans leur château fort. On a tous l'image du château en tête qui règne sur son fief. Et tous ces petits châteaux éparpillés sur le territoire forment autant de points d'arrivée comme de départ de flux commerciaux sur lesquels va se baser l'essor commercial du Moyen Âge. Cette décentralisation à la campagne implique du même coup l'autonomie bourgeoise de la ville. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que pour la première fois, la ville ne sera plus une médiation essentielle des rapports de production. Que ce soit la cité-État méditerranéenne, où les citoyens ne sont propriétaires qu'en tant que citoyens de la ville, ou la cité impériale asiatique, comme Babylone, qui fait office de lieu de siège de l'administration centrale dirigeant la campagne et les communes rurales, les seigneurs exploitent directement les paysans qu'ils dominent sur leur fief. Cette autonomie de la ville vis-à-vis du politique explique le long déclin des villes au début du Moyen Âge. En effet, ces cités-États méditerranéennes n'ont plus lieu d'être, elles ne sont plus le siège des puissants, et elles perdent toute raison d'être, du 5e au 10e siècle. C'est alors qu'on aperçoit, qu'on peut voir le développement de pâturages jusque dans le forum romain et la perte de population de nombreuses villes. Mais cette autonomie explique également l'essor urbain de la seconde moitié du Moyen Âge, du XIe au XVe siècle, dû à sa fonction désormais principalement économique, qui est à l'origine du développement de l'énorme majorité des villes européennes actuelles. On retrouve cela, par exemple, dans les armoiries de Paris, où figure le bateau, symbole de la anse des marchands de l'eau, qui est à l'origine du développement parisien. C'est là que réside l'origine du dynamisme de la commune occidentale, tellement fétichisée par les libéraux, et notamment Max Weber, qui en font l'origine du capitalisme bourgeois, sans comprendre pour autant sa raison d'être, qui ne s'explique en fait qu'en la comprenant au sein de l'évolution globale de la société. Et cela ne peut se faire qu'à travers son mode de production. Enfin, le morcellement politique de l'espace féodal entrave la circulation des petites productions marchandes et participe à la fragmentation régionale des marchés. Toutes sortes de péages, de droits empêchent, l'unification des marchés, mais représentent paradoxalement une opportunité pour le commerce lointain de gros, qui se retrouve seul capable de relier des zones pas toujours très éloignées, mais écologiquement très diverses et commercialement étanches. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que seuls des puissants marchands vont être en mesure de
se mettre en lien avec les seigneurs, être en mesure de payer les droits de passage et récolter les bénéfices d'un commerce entre des zones isolées les unes des autres. On a notamment en tête les Lombards, qui est le nom que l'on donne en France souvent aux marchands italiens en général. Cet essor du commerce lointain permet un développement de l'activité marchande urbaine, notamment à travers la formation d'un important capital marchand. Ce capital marchand prend d'abord la forme d'un capital commercial. Un capital commercial, c'est le capital qui va fructifier du commerce lointain, spécialisé, de gros, qui permet de générer des profits très importants et réguliers surtout, qui sont nécessaires à la formation du capital. Contrairement à la petite production marchande de producteurs isolés, peu spécialisés, hasardeuse et de faible amplitude, qui ne peut par elle-même donner naissance à une valeur qui se génère automatiquement, une valeur en procès. On pense là par exemple aux marchands de draps qui se retrouvent aux foires de Champagne et parviennent ainsi à réaliser d'énormes bénéfices. Sur ce capital marchand se greffe également un capital financier, d'abord sous sa forme usuraire, c'est-à-dire prêté en tant que capital, mais non utilisé en tant que capital, qui va servir aux paysans ou aux seigneurs pour se reproduire tels qu'ils sont, mais qui se développe également sous forme bancaire, c'est-à-dire prêté en tant que capital et utilisé en tant que capital par des marchands. Par exemple, on peut penser aux Médicis à Florence, qui seront de célèbres banquiers durant cette période. Alors la tradition libérale aime beaucoup parler de ce capital, qu'elle assimile peut-être à la domination actuelle du capital financier, et qui justifie pour elle que l'on puisse dès lors parler de capitalisme, comme le fait par exemple le très célèbre historien Henri Pirenne, qui est un peu le précurseur, le fondateur de l'histoire économique en Occident. Cette activité marchande prend également la forme d'une petite production artisanale, dont le producteur est propriétaire des moyens de production qu'il met en œuvre lui-même en vue de créer une valeur d'échange sous la forme de marchandises. On pense notamment aux tisserands de l'industrie textile flamande, dans des villes comme Bruges, Gand, Ypres et tant d'autres. Ce qui constituerait, soi-disant, une voie potentielle vers les rapports capitalistes de production sous l'effet de la concurrence, c'est-à-dire la loi du marché pour les libéraux ou le développement inné des forces productives pour les marxistes techno-déterministes. Ce qui serait en effet logique si on supposait comme eux que la loi du marché régit déjà en fait la société, que les producteurs ont un intérêt direct à l'augmentation de leur productivité, ce qui n'est pas le cas dans les sociétés traditionnelles pré-capitalistes, comme l'est la société féodale, où le marché est tenu en lisière de la société, pour laquelle il représente un espace d'opportunité qu'il nous est difficile de concevoir. Même dans le cas des artisans, ces derniers sont dominés par des corporations qui visent au monopole, à la défense de leurs intérêts contre les pouvoirs féodaux, et non pas, à nouveau, à l'augmentation des rendements. Le marché est régulé, contrôlé, maîtrisé par une multitude d'usages, de monopoles, de règles et de mécanismes d'entraide qui empêchent la mise en concurrence et la prolétarisation. Le commerce lointain interne sert également de canal de transmission à l'impulsion d'un commerce lointain externe vers le nord et le sud, les pôles du capital marchand occidental que sont alors la Flandre et l'Italie, en lien avec le continent eurasiatique et l'Afrique. Tout ce commerce médiéval prend peu à peu de l'ampleur et arrive une sorte d'apogée au XIIIe siècle. C'est le moment des très célèbres routes de la soie, et ce commerce lointain externe dynamise en retour le commerce lointain interne, dont j'ai parlé précédemment. Le tout aboutit à une sorte d'apogée commerciale
à la fin du XIIIe siècle par la connexion des flux commerciaux à travers les détroits de Gibraltar et les cols alpins orientaux. Alors, les libéraux, à la suite d'Henri Pirenne, ont tout à fait raison de souligner cet essor commercial, dans le sens où il est absolument nécessaire à la naissance du capitalisme qui tend à faire commerce de toute production. Sans ce développement commercial, il ne peut pas s'expliquer de développement du capitalisme. Et pourtant, comme le dit l'historien marxiste Alain Beer dans sa récente Préhistoire du capital, cet essor commercial ne contient en vérité pas la moindre dynamique capitaliste à proprement parler. À moins de faire assimiler capital marchand et capitalisme, et d'alors considérer que le capitalisme existe depuis la Mésopotamie en fait. Ce à quoi effectivement certains aboutissent, au risque de dénuer le concept de son intérêt. Ce commerce et ce capital marchand relèvent en fait totalement du féodalisme. Le mode de production, qui le sous-tend, empêche tout d'abord la prise de contrôle du capital marchand sur le procès de production. Les producteurs restent irrémédiablement liés à leurs moyens de production, ce qui est garanti dans le cadre de l'artisanat par les corporations de métiers que j'ai mentionnées précédemment, qui ont un caractère profondément féodal, qui ont pour but d'assurer un monopole, un fief, si l'on veut, sur une part de marché, et la non-compétition entre les membres. Surtout, ces corporations ont pour but de protéger les travailleurs du capital marchand, comme le font par exemple les corporations de tisserands en Flandre. Mais ce capital marchand lui-même est également basé sur des corporations de caractère féodal, fondées dans le même but, permettre la conservation du monopole des routes commerciales, qui sont conquises non pas par leur compétitivité économique, mais par la guerre. D'ailleurs, les revenus du capital marchand ne servent pas à augmenter les rendements de manière systématique, mais sont investis dans la marine, les mercenaires, la diplomatie et autres forces armées pour conquérir des marchés par la force. Ces parts de marché, d'un marché limité et réduit, doivent s'obtenir à la pointe de l'épée, tout autant qu'une province ou un château fort, et forment autant de fiefs commerciaux. C'est ainsi que les cités-États italiennes, Venise, Gênes, Pise et tant d'autres, se disputent militairement l'accès à l'Orient et la situation monopoliste d'intermédiaire entre l'Occident et le Proche-Orient. C'est ce qui les motive notamment à prendre part aux croisades du XIe au XVe siècle et même à se partager l'Empire byzantin avec les seigneurs occidentaux. Ce qui signifie, et c'est donc très important, ce qui signifie donc, et c'est très important, qu'elles opèrent une extraction des surplus politiques, et soit dit en passant violente, sur la production des zones mises en relation. Le commerce féodal obéit en fait totalement aux règles féodales, à la différence qu'il traite un marché comme un seigneur traite une province. Le commerce d'un mode de production obéit en effet à ce mode de production. Il ne peut expliquer en soi les conditions qui permettraient sa prise de domination. C'est le mode de production lui-même qui offre ou non la possibilité pour le commerce de s'immiscer dans ces rapports, de s'immiscer dans les rapports entre les classes et de devenir un intermédiaire entre ces deux classes. Il est donc temps d'observer les campagnes, qui sont donc le lieu des rapports féodaux de production à proprement parler, et sur lesquels repose tout l'échafaudage de l'économie marchande que nous venons d'analyser. Il s'agit en particulier d'analyser leur potentiel de subversion, leur capacité à se transformer, à libérer les producteurs de la domination seigneuriale et à les exposer aux contraintes d'un marché en compétition. D'un marché de compétition, pardon. Alors, en effet, l'intégration des campagnes dans l'économie marchande et la possession de la terre par les paysans permet la mise en place d'une lutte des classes relativement efficace qui voit les paysans s'appuyer sur des communautés rurales plus ou moins soudées pour fixer peu à peu le montant des redevances seigneuriales, de la part de la production qui est due à leur seigneur. Peu à peu,
ils conservent de plus en plus de ce qu'ils produisent. Et cela, notamment grâce à la division qui règne chez les seigneurs, occupés à se consacrer à la guerre et à l'anarchie féodale qui s'ensuit. C'est ainsi qu'on assiste à l'affranchissement massif par commune entière de serfs en France. C'est ce qui favorise le développement de la petite production marchande agricole et produit une relative différenciation interne à la paysannerie entre une couche de riches laboureurs accumulant les moyens de production, le train de labour dont ils vont tirer leur nom, que tous les paysans ne possèdent pas, et une masse de manouvriers ou de brassiers pauvres qui n'ont, comme cela s'entend, que leurs bras pour travailler. De plus, l'entrée dans l'échange de la terre et de la force de travail au cours des XIIe et XIIIe siècles est rendue possible par les rapports féodaux de production qui donnent une relative liberté d'action aux producteurs par rapport à l'esclavage. Cette liberté va d'ailleurs s'agrandissant avec l'émancipation des serfs. Peu à peu, les paysans sont ainsi en mesure non seulement d'aliéner leur possession de la terre, appelée tenure, c'est-à-dire le lopin de terre que le seigneur leur a alloué, qui n'est pas leur propriété mais leur possession, mais également de vendre la force de travail dont ils disposent en partie, dont ils disposent en fait quand ils ne sont pas obligés de travailler sur la terre du seigneur. Tout cela provoque l'apparition de rapports qu'on pourrait qualifier de proto-capitalistes de production à l'intérieur du féodalisme, notamment d'un proto-capital agraire, qui consiste en fait en la mise en valeur du domaine seigneurial par des paysans salariés, des brassiers, des manouvriers, de plus en plus substitués aux tenanciers corvéables, c'est-à-dire aux paysans qui sont astreints à la corvée, au service à leur seigneur. Dans ses études sur le développement du capitalisme en Angleterre, l'historien marxiste Maurice Dobb observe par exemple que sur des domaines anglais, on produit de la valeur d'échange sous la forme de marchandises, destinées en partie à l'achat de terres et de forces de travail. Certains marxistes, comme Alain Beer, voient également le début d'un proto-capital industriel dans l'appropriation par les seigneurs du monopole de moyens de production les plus importants, comme le moulin à eau, qui est en fait le principal moyen mécanique de travail à l'époque. Ils investissent en effet un capital, une somme, pour sa construction, et ils la font ensuite fructifier dans une optique marchande, en faisant payer les paysans qui utilisent ce moulin par la suite. À la suite de Perry Anderson, un autre marxiste anglo-saxon cette fois, Alain Beer situe donc ici la naissance du capitalisme, qui naîtrait donc automatiquement dans toute l'Europe de la lutte des classes à partir du féodalisme, avec cependant une longue période de gestation absolutiste, qui aurait pour rôle de briser les dernières entraves à une loi supposément naturelle du marché. On a donc un schéma où le capitalisme en fait naîtrait des entrailles du féodalisme de par ses contradictions internes, mais pourtant, au-delà de ces entraves qui opposent encore, ce proto-capital ne semble en fait, lui non plus, animé d'aucune dynamique capitaliste. Tout d'abord, il continue d'avoir lieu sur une réserve seigneuriale qui n'est pas une propriété bourgeoise, et il est encore complété par des corvées qui n'est pas un travail salarié mais un travail non libre. Mais surtout, comme dans le cas du capital marchand des villes italiennes, le seigneur est toujours contraint, dans le cadre de l'anarchie féodale du Moyen-Âge, de consacrer principalement ses revenus à l'accumulation de capital politique, c'est-à-dire à la guerre et au luxe, seul à même de garantir sa reproduction en tant que seigneur. Et c'est cela qui, en fait, empêche le développement des forces productives. Par ailleurs, ce proto-capital est noyé dans un océan de petites productions marchandes. On imagine ces domaines
seigneuriaux, relativement nombreux, mais cela n'est rien comparé à tout l'océan de la paysannerie qui continue également de tendre vers l'accumulation politique, elle seule permettant de garantir les paysans contre les déprédations des seigneurs féodaux. D'autant que, et ça c'est ça le plus important en fait, que la grande instabilité du marché agricole continue de pousser les paysans à la diversification et l'autoconsommation autarcique. Les paysans de cette époque n'ont aucun intérêt à se spécialiser dans la production d'une matière agricole quelconque à destination du marché, mais plutôt à diversifier leur production en baissant les rendements afin d'assurer les moyens de survivre, les moyens de nourrir leur famille. C'est la raison principale pour laquelle la commercialisation reste en fait très superficielle. Ce sont ces difficultés qui poussent d'ailleurs le marxiste Paul Sweezy, dans le cadre du débat sur la transition du féodalisme au capitalisme qu'il oppose à Maurice Dobb, à revenir à une origine commerciale du capitalisme. En réalité, si l'économie marchande progresse relativement à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire si on vend et on achète de plus en plus, notamment de la force de travail, cela n'est pas dû à un changement intrinsèque du mode de production, mais à la pression démographique qui s'exerce à l'intérieur du mode de production féodal et qui le fait, en quelque sorte, déborder. Et cela du fait du manque de terre, suite à la croissance extensive, et je souligne ce mot, de la colonisation rurale. Il y a une croissance, il y a plus de tout, mais c'est une croissance qui s'étale, qui reproduit plus de la même chose, mais qui ne parvient pas à augmenter la capacité à produire davantage. La fragmentation des parcelles sur lesquelles vivent les paysans restreint ainsi de plus en plus la surface disponible à la production autarcique de nourriture. Et c'est ça en fait qui les mène à la fois à aller vendre davantage leur force de travail et à se spécialiser pour le marché. C'est-à-dire que dans un cas où on n'a plus assez de terre pour produire du blé pour faire son pain, il devient à ce moment-là nécessaire, mais ce n'est pas un choix, non seulement de produire, de tenter sa chance sur le marché en produisant, qui sait, des produits nécessaires au marché qui seront plus chers que le blé, ou, et même souvent les deux à la fois, aller vendre sa force de travail chez les laboureurs ou bien les seigneurs qui sont en mesure de les payer. Cela a pour effet, notamment, d'abaisser les salaires à tel point que, sans changer fondamentalement les rapports de production, il devient plus avantageux pour le seigneur d'accepter le rachat des corvées et des redevances, donc de cesser d'être un seigneur féodal à proprement parler, et d'engager de plus en plus de paysans salariés sur leur domaine. Ce processus démographique fait dire ainsi aux historiens démographes néo-malthusiens, comme Emmanuel Leroy-Ladurie, que c'est donc le facteur démographique qui expliquerait la transition vers le capitalisme. Et pourtant, ce n'est pas si simple. En effet, ce phénomène est dû à un trop-plein. C'est-à-dire qu'en fait, il est restreint à une frange relativement restreinte de la population et est totalement dépendant de la pression démographique. C'est ce que l'on verra notamment quand chutera cette démographie à la fin du Moyen-Âge, lors de la crise féodale. Mais surtout, cette pression démographique produit des résultats opposés suivant la dynamique du rapport de force entre les classes. Suivant que cette dynamique du rapport de force est en faveur des paysans, comme en France, ou des seigneurs, comme en Angleterre. C'est le moment de vous parler des différences en termes de structure des classes que l'on peut discerner au sein du mode de production féodal, en prenant en compte les rapports internes aux classes. Et cela, dans la lignée des historiens marxistes anglo-saxons
tenants du marxisme politique que sont Robert Brenner, Helen Mexins-Wood et Georges Comninel. En effet, il est insuffisant pour décrire une société de s'en tenir à une simple analyse de rapports dominant-dominé. Ou plutôt, les rapports dominant-dominant et dominé-dominé font partie intégrante des rapports de production et doivent donc être pris en compte dans leur analyse, comme j'ai déjà essayé un peu de le faire au cours de cet exposé. Ils conditionnent en effet la capacité de chacune des classes à présenter un front uni et une opposition efficace à la classe opposée. Et cela explique en fait en grande partie l'issue de la lutte qui a lieu entre celles-ci, et par extension, l'évolution des rapports de production au sein des formations sociales étudiées. En l'occurrence, les structures de classe de la France orientent l'évolution des rapports de production vers la consolidation de la propriété paysanne et l'absolutisme, et par conséquent rendent impossible la naissance d'un capitalisme endogène, c'est-à-dire qui naîtrait de lui-même en France à ce moment-là. La France, en effet, est le lieu des rapports féodaux de production classiques. Pourquoi classiques ? Parce que le féodalisme, qui est donc la rencontre entre le mode de production esclavagiste méditerranéen et le mode de production germanique continental, disons, se rencontrent dans leur forme la plus aboutie entre la Seine et le Rhin, qui forment une grande partie de la France médiévale. Ces rapports féodaux classiques consistent en la privatisation du pouvoir politique par les seigneurs. Ils constituent ainsi une multitude de micro-États, si on peut appeler ça comme ça, à la fin de l'Empire carolingien. C'est le pouvoir politique qui devient la source principale de revenus des seigneurs français. Et ces revenus se présentent sous la forme de taxes, d'amendes, d'impôts, de péages. Et c'est là plutôt que des domaines assez restreints et qui iront en s'amenuisant. C'est-à-dire que les seigneurs ne vont pas tirer la majeure partie de leurs ressources de la terre qui serait en leur propriété, si on peut appeler ça comme ça, mais des droits qu'ils ont usurpés de l'État déliquescent. Étant donné que c'est le politique la source de leurs revenus, ces seigneurs, indépendants de fait, se retrouvent en compétition les uns contre les autres. Le roi de France inclus, qui est à cette époque, au XIe siècle, qu'un grand seigneur d'Île-de-France parmi d'autres. Dans ces conditions, la paysannerie française, qui bénéficie de la stabilité relative vis-à-vis des menaces extérieures, oppose un front uni au sein des communes rurales et est alors en mesure de poser des limites à la ponction seigneuriale. Les seigneurs divisés, qui se font la guerre sans arrêt, ne sont pas à même de ponctionner efficacement les paysans qui sont davantage organisés, davantage unis au sein des communes rurales. En ajoutant à cela l'inflation, les revenus des seigneurs français régressent et la possession des tenures, des parcelles de terre paysannes, se rapproche de plus en plus d'une propriété de fait, avec un loyer en fait de plus en plus faible à payer, qui est souvent d'ailleurs transformé en redevance monétaire à la place de redevances naturelles ou de corvées. Ainsi, sous l'effet de la pression de la paysannerie, les seigneurs français se retrouvent non seulement contraints de vendre une partie de leur propre domaine pour conserver leur niveau de vie, mais progressivement également dans l'obligation de s'organiser, de cesser de se battre entre eux et d'accepter de se réunir sous l'égide du roi de France, de manière à constituer progressivement un État absolutiste qui, lui, sera à même de ponctionner efficacement les paysans. C'est cette dynamique qui permet d'expliquer la naissance de l'État français, moderne absolutiste, la dépendance croissante de la noblesse à l'égard de la monarchie française, de même que la consolidation de la propriété paysanne sur laquelle elle repose. On a en même temps
en symbiose une propriété paysanne qui est garantie par la monarchie et en même temps un État de plus en plus fort qui représente en fait l'intérêt des classes dominantes, qui va être à même d'exiger l'impôt à ces paysans émancipés, qui sera reversé en grande partie en fait à la noblesse. Dans ces conditions, on a bien une émancipation politique relative des paysans, mais pas d'expropriation, pas de salariat, pas de pénétration du marché au cœur de la société, mais une centralisation de la ponction féodale traditionnelle sur des paysans qui continuent à vivre en autarcie de manière très générale. La société traditionnelle qu'est le féodalisme ne mène donc pas automatiquement au monde moderne du capitalisme, comme probablement aucun mode de production ne mène automatiquement à un autre, étant donné la grande variété des cas au sein d'un même mode de production, suivant les rapports de force. En l'occurrence, les structures de classe anglaises, sans pour autant relever d'un mode de production différent, présentent des caractéristiques diamétralement, et même, on pourrait dire dialectiquement, opposées aux structures de classe françaises. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, au XIe siècle, sous l'effet démographique et économique que nous avons décrit précédemment, se produit une poussée de féodalisme hors de son lieu de naissance, vers les marges de l'Europe occidentale que sont l'Espagne du Sud, l'Italie du Sud, l'Europe de l'Est et enfin l'Angleterre. C'est dans ces conditions qu'un grand seigneur féodal français, le duc Guillaume de Normandie, parvient à fédérer un certain nombre de seigneurs de France du Nord et réalise la conquête de l'Angleterre en 1066, qui se retrouve de fait unifiée au moment même où la France est éparpillée en une multitude de seigneuries. Guillaume le Conquérant et ses barons imposent le féodalisme continental à la française, mais sous la forme d'une monarchie centralisée, ce qui en modifie radicalement les effets. L'autoritarisme de la monarchie anglaise est en effet l'expression de la forte cohésion politique des seigneurs anglais. L'autoritarisme de la monarchie anglaise est ainsi l'expression de la forte cohésion politique des seigneurs anglais. Ces nouveaux seigneurs anglais sont en mesure alors d'exproprier les anciens seigneurs et paysans anglo-saxons et se retrouvent à la tête de très vastes domaines, appelés manoirs, sur lesquels ils exercent une domination personnelle garantie par le pouvoir politique, toujours détenu par la monarchie. Ils tireront ainsi la majorité de leurs revenus de ces domaines, contrairement aux seigneurs français. Ces domaines sur lesquels ils produisent des matières agricoles commercialisables, et notamment de la laine, à destination de l'industrie drapière en plein essor dans les Flandres. Ce grand domaine sans pouvoir politique, qui est le manoir, est complètement l'inverse de la seigneurie banale française, de faible domaine, mais bénéficiant de la privatisation du pouvoir politique, comme l'explique notamment l'historien des annales Marc Bloch dans son ouvrage « Seigneurie française et manoir anglais ». La tendance se confirme, car les seigneurs anglais imposent de plus en plus leur contrôle sur la monarchie à mesure que celle-ci se centralise. C'est ainsi qu'ils imposent la Magna Carta à Jean sans Terre au début du XIIIe siècle, et posent ainsi les bases du Parlement anglais, qui, en fait, loin d'être un instrument démocratique, vise à la domination des aristocrates. C'est ce contrôle qu'ont les barons, les seigneurs, sur l'État anglais, qui leur permet de consolider l'exploitation de leurs paysans sur leurs domaines respectifs et qui provoque la perte de la liberté de la majorité des paysans anglais au XIIe siècle, alors même que leurs voisins d'outre-Manche s'émancipent de la tutelle féodale. C'est cela qui empêche la constitution d'une forte propriété paysanne anglaise, et qui est finalement à l'origine de la profonde divergence entre les trajectoires françaises et anglaises. Finalement aura lieu la crise globale des rapports féodaux de production. Celle-ci est en fait inévitable, du fait d'une croissance extensive sur la base d'une productivité déclinante. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on a vu qu'il y avait une croissance féodale, une croissance de toujours plus de choses, toujours plus de la même chose,
colonisation des campagnes, plus de gens, et cela nécessite plus de cultures. Ces cultures vont s'étendre dans la campagne jusqu'à des zones qui ne sont pas propices à la culture du blé, à la culture agricole. Ce qui signifie que de plus en plus, les rendements vont baisser. On va avoir donc de plus en plus de monde et de moins en moins de production de nourriture. Et c'est ça, le mur sur lequel va s'écraser le mode de production féodal. Et lorsqu'il y aura finalement lieu cette crise globale des rapports féodaux de production, dans les deux cas, les issues seront radicalement différentes. On a de toute façon une baisse de la population qui favorise la paysannerie, qui profite de l'augmentation de la taille des parcelles et du prix de la force de travail. C'est-à-dire que, à partir du moment où la population baisse de 1/3, voire la moitié avec la peste noire, forcément, les paysans vont être favorisés par rapport aux seigneurs, étant donné que la force de travail va augmenter et il va y avoir moins de monde, donc plus de possibilités d'étendre sa parcelle et de cultiver pour subvenir à ses besoins. Cependant, la stratégie des seigneurs féodaux en tant que classe, pour répondre à cet avantage paysan, sera diamétralement opposée. Les seigneurs français ne trouveront de salut que dans la guerre civile, puis l'allégeance à l'État absolutiste qui sera à ce moment-là seul capable de soutirer l'impôt aux paysans de plus en plus émancipés. Et de l'autre côté de la Manche, les seigneurs anglais chercheront à compenser leurs pertes en partant pour la guerre extérieure, la fameuse guerre de 100 ans, mais surtout, ils mettront à profit leur contrôle de l'État et de la terre pour entamer l'expropriation massive de leurs paysans afin de leur permettre, afin de conserver les revenus de leur domaine. On voit donc que c'est le contrôle de l'État par les féodaux anglais qui leur permet d'empêcher la paysannerie anglaise de consolider sa propriété et est en mesure de leur permettre d'exproprier les producteurs, de réaliser cette accumulation, soi-disant accumulation primitive, qui va mettre en branle tout le processus dynamique du capitalisme. Alors en conclusion, je vais reprendre certains points que j'ai abordés, notamment que l'essor commercial médiéval seul ne permet pas d'expliquer l'imposition des rapports capitalistes de production, étant donné à la fois sa marginalité, mais également sa symbiose avec le féodalisme. Le commerce médiéval est extrêmement restreint, mais en plus, il est totalement allié aux classes dominantes. Il ne remet pas du tout en cause le féodalisme. Les rapports de production eux-mêmes doivent être en mesure de permettre l'émancipation politique des producteurs, ce qui a lieu partout en Europe occidentale sous l'effet de la lutte des classes au sein du féodalisme. Et cela grâce à la relative division des seigneurs suite à la fin de l'État antique, tout cela permettant aux paysans européens de devenir presque libres à la fin du Moyen Âge. Les rapports de production, afin de permettre la naissance du capitalisme, doivent permettre l'expropriation des paysans, qui est la seule voie vers la prolétarisation massive des travailleurs. C'est ce qui s'avère impossible sur le continent, comme observé dans le cas français, étant donné que la consolidation de la propriété paysanne se fait ici en symbiose avec la renaissance de l'État continental sous sa forme absolutiste, comme centralisation de la ponction seigneuriale. Les seigneurs anglais, en revanche, en cherchant à se reproduire en tant que seigneurs, et les paysans anglais en cherchant à se reproduire en tant que paysans, provoquent inconsciemment une situation où l'émancipation politique des paysans, sous l'effet de la chute démographique, n'est acquise qu'au prix d'une expropriation de masse qui constitue l'embrayage de la dynamique capitaliste. Les paysans anglais prolétarisés participent alors à l'augmentation des rendements, alimentent le secteur de l'industrie textile et constituent la base du marché de biens de consommation de masse qui permettra un jour la révolution industrielle. Pourtant, les deux trajectoires françaises et anglaises
ne sont pas simplement parallèles, mais évoluent également dans une relation dialectique, à travers l'opposition géopolitique des deux entités, que j'espère avoir l'occasion de présenter en détail lors d'un second séminaire consacré à la transition capitaliste en Angleterre. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.